Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Ancien basketteur devenu excellent coureur de 10 km, Thomas Berrekam est avant tout un éternel boulonnais. Depuis 2019, Thomas est kiné du sport implanté dans le désormais bien connu quartier du Chemin Vert et intervient auprès du club de foot local, l'USBCO, et de son ami qui court vite, Jimmy Gressier. Un kiné qui aime ce qu'il fait, qui s'intéresse à ce qu'il fait et qui semble faire très bien. Nous abordons plein de sujets passionnants dans cet épisode, enregistré dans une grange du Pas-de-Calais. Thomas Berrekam, kiné de Jimmy Gressier, bonne écoute. Salut Thomas. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Mais de rien. J'étais de passage dans le Nord. Avant qu'on attaque, j'ai 5 petites questions pour mettre les auditeurs dans le bain. Réponse rapide. En course à pied, la régularité est-elle plus importante que le talent ? Oui. La science est-elle plus importante que l'expérience de terrain pour un entraîneur ? Non. Les coureurs amateurs ont-ils tendance à s'entraîner trop vite ? Oui. Est-il inutile de courir trop lentement ? Non. Quelle note sur 10 donnerais-tu à la force mentale de Jimmy Gressier ? 11. Ok. Très bien, donc on va parler de toi, on va parler de kiné et de traumato du sport, c'était kiné, et on va parler, si tu le veux bien, de ta relation avec Jimmy Gressier. Déjà, toi, c'est vrai que des kinés, j'ai fait plein d'interviews, je suis kiné, j'en ai pas interviewé beaucoup en fait, j'ai réfléchi, je pense que le seul, c'est Valentin Gandoin et il n'exerce pas, tu vois, parce que je le vis tous les jours, donc je m'intéresse à autre chose. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Yes. Bon, du coup, je suis kiné depuis 6 ans. Je fais aussi de la course à pied. Je m'appelle Thomas. Tu es jeune kiné au final ? Ouais, j'étais diplômé en 2019. Je m'occupe de Jimmy depuis 2020. Avant ça, j'ai fait du basket. J'ai aussi couru les crosses UNSS. Je suivais un petit peu de l'athlétisme de loin. Et puis, depuis que j'ai été diplômé, il y a eu le Covid qui s'est passé quelques temps après. Et du coup, le basket s'est arrêté. Et j'ai rencontré Jimmy de par mon collègue. Et derrière, s'est enclenché mon cursus d'athlète et de kiné pour l'athlétisme en même temps. Et t'es de Boulogne ? Je suis de Boulogne, ouais. Okay. Je suis de Boulogne, originaire de Boulogne, je suis né à Boulogne. Je travaille à Boulogne, donc je travaille dans un cabinet libéral. Je m'occupe aussi du football, de l'USBCO et de l'athlétisme. L'USBCO, c'est le gros club de Boulogne. C'est ça, ouais. Ils sont en quoi là ? En Ligue 2. Ah oui, ils sont en Ligue 2 Boulogne, ouais, c'est vrai. C'est ça. Et c'est marrant parce que tu me dis que tu as fait du basket. Moi, pour m'être occupé de basketteur en tant que kiné, pour les faire courir les basketteurs, c'était dur. C'est marrant que tu aimes à la fois le basket et l'athlé. Ouais, c'est vrai. T'étais meneur ? Non, j'étais poste 4. Donc, pour ceux qui suivent un peu le basket, c'est intérieur. J'étais grand vers l'âge de 10, 12, 13 ans. Et puis après, j'ai plus beaucoup grandi. Donc, j'ai gardé ce poste. Mais quand on faisait les prépas de début de saison, c'est vrai que le basketteur, il aime pas trop courir. Mais moi, j'étais toujours devant. J'adorais courir. Donc après, dans les années 2010, la course à pied, c'était un petit peu moins développé, je trouve. Même au lycée, au collège, il n'y avait pas beaucoup de coureurs dans nos classes. Alors que maintenant, il y en a beaucoup plus. Peut-être que si c'était plus développé à l'époque, j'aurais peut-être choisi la course à pied plus tôt. Mais je ne regrette pas mes 20 années de basket et puis mon transfert vers la course à pied plus tard. Et alors, je crois que tu vois un petit 30 sur 10. Tu as attaqué quand réellement la course à pied ? J'ai attaqué, alors
Alors c'est simple, on est parti en décembre 2019 avec Jimmy au Kenya. Et puis je me suis dit, si je veux pas me sentir trop seul pendant le stage, va falloir que je m'y mette. Du coup, en octobre 2019, je me suis remis à courir régulièrement. Et puis on va dire que j'ai vraiment attaqué en mars 2020 avec ma première licence et un premier vrai coach et un premier vrai plan d'entraînement. Ouais. Parce qu'avant, c'était comme on a tous commencé, j'allais courir 10 km et 3 jours après, j'y retournais, j'essayais de recourir 10 km plus vite à chaque fois. Et ton vrai coach, toi qui es de Boulogne, c'est Arnaud, l'ancien coach de Jimmy ? C'est ça, c'est Arnaud. Donc on a fait le stage au Kenya là, et puis Jimmy a vu que j'avais de petites capacités et il m'a donné quelques séances. Mon premier coach pendant un mois, ça a été Jimmy. Et puis après, il m'a dit écoute, viens avec nous à l'athlé le mardi et jeudi. Arnaud, il va te donner des plans d'entraînement. Et puis c'était post-confinement. Le basket, c'était à l'arrêt à ce moment-là. Donc je lui ai dit, allez, on va faire une petite prépa. J'ai toujours voulu suivre l'athlé de loin. Donc je me suis dit, allez, on va aller avec Arnaud et Jimmy le mardi soir. Et puis au mois de septembre, quand il a fallu reprendre une licence de basket, j'ai dit, finalement, je vais faire les 10 km du coin. Et puis s'en est suivi les chronos qui ont descendu. Et tu te souviens, le premier 10 bornes, combien tu as fait ? Oui, c'était les France à Langueux en septembre 2020. Et j'étais parti sur sub 32 et j'ai dû faire 32-15, 32-20. C'est pas mal pour un premier. Ouais, c'est pas mal. Après, j'en avais sûrement déjà fait par-ci par-là à l'entraînement, mais des fois sans monde, donc je sais pas trop ce que je valais. Mais ouais, quand j'ai vu 32-15, je me suis dit, c'est là en septembre, je me suis dit, non, je reprends pas de licence de basket, je vais aller essayer de tutoyer les 30 minutes. Et aujourd'hui, Arnaud, je me rappelle jamais de son nom de famille, pardon. Diniel. Diniel, c'est encore ton entraîneur ? C'est encore mon entraîneur, ouais. Il est encore sur Boulogne. Il m'entraîne depuis maintenant 2020, donc ça fait 5 ans et ça l'est encore. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast où il intervient dans la chambre d'appel. Je ne sais pas si tu l'as écouté. Ouais. Et je crois qu'il t'évoque, non ? Il ne parle pas de toi pour le relais avec Jimmy Gressier, il parle d'un... Ouais, il t'évoque. Il parle de moi et de Léo Dubier, qui est l'assistant coach. Et je ne sais plus pourquoi il parle de moi dans ce podcast, mais... En gros, je crois que s'il fallait prendre le relais, s'il n'avait pas d'entraîneur, je crois qu'il dit ça. Ah ouais, non, c'était pas moi, ça c'était d'autres entraîneurs, mais il parlait que Jimmy était en stand-by, il ne connaissait pas son prochain entraîneur, et il parlait du coup de Léo Dubier, qui est l'assistant coach, et qui en ce moment avait ce rôle d'assister Jimmy sur les séances. Donc c'était plutôt Léo, l'assistant coach dont il parlait, pour faire la transition entre Arnaud et le nouveau coach de Jimmy en attendant. Ok, on va en parler tout de suite, c'est pas grave. Ça, je trouve ça hyper courageux, enfin hyper honnête, moi, un entraîneur qui a le courage de dire à un gars en plus comme Jimmy qui attire les projecteurs et tout, d'avoir le courage de dire écoute, je le sens pas ou j'ai d'autres priorités, j'arrête quoi. Ah oui, c'est ce on en parlait avec beaucoup de membres, que ce soit des amis, de ma famille. C'est comme une relation avec quelqu'un, c'est toujours difficile de dire écoute, ça va pas, si ça allait, mais je me sens pas de continuer, j'arrête. C'est vachement courageux, c'est honnête. Et puis même lui, après il a posé le pour et le contre, mais c'est vachement honnête et mieux vaut le faire maintenant que continuer dans... Alors, c'était pas non plus des mauvaises conditions, mais pour lui, ça pouvait être pesant et de entre guillemets, péter un câble au bout d'1 an ou 2. Donc, c'est courageux même pour lui, ça reste sa passion, son métier, mais sa passion. Et de dire, écoute, je le sens pas de continuer, c'est terminé maintenant. Ça a été courageux de sa part, oui. Ouais, et c'est hyper altruiste en un sens, parce qu'il dit, j'arrête, sûrement pour pas que mon mal-être déteigne sur toi dans, je sais pas, 6 mois ou... Oui, c'est j'imagine ça. que c'est c'est ça. Quand on suit un athlète de haut niveau, on doit faire des sacrifices pour lui. Limite, s'il faut, ne pas dormir une nuit pour que lui puisse dormir, c'est nous qui allons faire le sacrifice, tout ça. Donc oui, il faut vraiment que l'athlète ne ressent pas le mal-être, on va dire, c'était pas non plus un mal-être, mais de l'entraîneur. Et puis c'est pour ça qu'il a dit j'arrête avant que ça déteigne sur les performances de Jimmy. Et puis c'est pour ça que c'est très honnête de sa part et c'est pour ça que même sur le prochain entraîneur de Jimmy voulait quelqu'un, pas qui veut la lumière pour lui, mais plutôt quelqu'un qui vit pour lui. C'est d'abord les sacrifices pour l'entraîner et pas l'entraîneur.
Quand tu es entraîneur d'un Jimmy Gressier ou kiné d'un Jimmy Gressier, tu peux dire ce que ça représente en termes de temps? C'est quoi? C'est un message, ça peut être un message le samedi soir à minuit s'il a mal quelque part. Ça représente quoi en termes d'occupation mentale? Bah alors, ce qui est facile et cool, c'est que on est potes. Donc, quand je suis avec Jimmy, que ce soit en stage ou à Boulogne, en fait, on se voit beaucoup, beaucoup. Et ça peut être un message tardif, mais ça va toujours l'être. Par exemple, dernièrement, le dernier, c'était la PSG Bayern. Donc on avait prévu de le regarder. Et puis bah, en même temps, on fait les soins, tout ça. Donc c'est jamais trop une contrainte parce que bah, déjà, c'est mon pote. Donc bah, quand ton pote, il t'appelle à... Alors bien sûr, il faut rester dans des heures correctes et garder un rythme de vie correct, mais quand ton pote il t'appelle à 20h pour venir passer à la maison, bah, c'est pas une contrainte d'y aller. Donc, Et est-ce que d'être pote, en un sens, c'est pas un problème ou justement des fois t'auras pas envie de le vexer, de lui dire ce que tu penses? Est-ce que ça met pas un peu des filtres? Non, bah justement, je pense pas parce que s'il voyait un kiné plus pro, il oserait peut-être pas lui dire les choses. Alors justement, nous on est potes et au contraire, je pense que j'ose peut-être plus lui dire les choses. Et puis on peut discuter, avoir du temps pour discuter. Et... Non, justement, je pense que c'est pas un frein, au contraire. Ouais. Vous êtes engueulé déjà? Non, Non. je pense pas. Ok. Si je réfléchis, non. Dans ta pratique quotidienne, tu fais beaucoup de kiné du sport? Oui, je pense que c'est 60-70% de mon activité. Et puis je fais aussi de la kiné sur d'autres spécialités. Ouais. Mais c'est 60-70% de mon activité, oui. Et donc beaucoup de coureurs et beaucoup de footeux, j'imagine? Ouais, pareil, de basketteurs, beaucoup de coureurs. Après, vu qu'on s'occupe de coureurs, ben, de bouche à oreille, un coureur le dit à un autre, et donc on attire plus de coureurs. Mais ouais, j'ai le 3/4 de coureurs et footballeurs. Ouais. Et des basketteurs, t'en as un peu? Non, malgré que j'ai fait du basket, j'ai pas beaucoup de basketteurs. Mais non, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Quelques-uns par-ci par-là, mais j'en ai pas plus que ça. Ok, avant qu'on parle vraiment de kiné, pardon, je suis toujours un peu dans le désordre. En termes d'athlète pur, toi, c'est quoi tes objectifs? T'as quel âge aujourd'hui? Je vais avoir 32 ans dans quelques mois. Donc t'es jeune, ouais. Et c'est quoi là? Tu fais beaucoup de 10 km, je vois, un peu de 5? Alors l'objectif, et je le voyais de loin quand j'ai commencé, bah, c'est le sub 30. C'est une barrière. Il y a eu le sub 40 il y a longtemps à l'entraînement quand j'étais fin d'adolescent. Et puis bah, là, il y a le sub 30. Cet été, j'espérais l'atteindre. Et puis après, je ne me mettrai pas de limite. Tant que ça descend, ça descend. Et cet été, tu vas aller le chercher où? À Langueux? Où ça? À Langueux? Non, pas à Langueux. À Langueux, le parcours, je l'ai trouvé un petit peu sinueux et avec du dénivelé. Je vais à Abbeville le 7 juin. D'accord. Donc s'il y en a qui m'entendent et qui veulent accrocher le sub 30 et qui veulent monter un petit groupe à Abbeville le 7 juin, ils peuvent venir. Tant qu'on est une dizaine, une quinzaine et qu'on peut se relayer, ce serait cool parce que l'année dernière, j'ai essayé d'aller chercher là-bas et je me suis vite retrouvé isolé. Et c'est où? C'est dans le nord? C'est dans le nord, ouais. C'est entre le Touquet, Berck. Ouais. C'est dans le nord. C'est ce qu'on disait avec James. Là, on a couru. Là, on est à côté de Steenwerk pour un 100 km. On a couru, mais des 10 km, il faudra en faire à gogo. Ici, c'est tout plat. C'est impressionnant, les petites routes. Là. Ah ouais, ici, dans le nord, il y en a quand même beaucoup. Mais alors, pas chez nous. Sur la côte, c'est assez sinueux. Et pareil, il y a du dénivelé. Mais là, tout ce qui est bassin minier, Lens, Béthune, Lille... on est à côté de Béthune, là, c'est ça? C'est ça. Et il y en a un à Béthune? Alors, j'en ai jamais couru, j'ai jamais fait de 10 km dans le bassin minier, mais il doit certainement en avoir un. Après, ici, des 10 km, ouais, on peut en faire beaucoup et ils sont tous plats. Et alors, le premier auquel je pense, c'est celui de Lille. Et je pense qu'avec la Prom Classique, en ce moment, c'est un des plus roulants, voire le plus roulant, avec celui qui a le plus de résultats en France. Donc, ouais, dans le Nord, on est bien servi au niveau de 10 km et on a ce qu'il faut pour performer. Et après, monter sur les distances plus longues, ça ne te dit pas? Ouais, carrément. Le marathon, ça me botte.
Mais je dis toujours, je suis encore jeune dans la course à pied. J'essaie de passer des caps. La vitesse, on va dire que c'est pas mon fort. Donc, j'essaie de développer mon secteur vitesse, d'atteindre le sub 30. Et puis, je me dis, quand j'aurai fait sub 30, si je vois que j'arrive encore à grappiller des secondes, voire une petite minute, je continuerai à faire du 10. Et puis après, quand j'aurai atteint un palier, je me dis, allez, ce sera parti pour le marathon. Mais c'est sûr que dans ma carrière, j'en ferai un. Et quand tu pars en stage avec Jimmy, je sais pas, en Afrique du Sud ou je sais pas où, est-ce que tu fais les mêmes séances que lui, à ton allure bien sûr, mais est-ce que tu fais les mêmes ou est-ce que ton coach, tu les fais à un autre moment, tu fais tes propres séances, tu fais comment? Alors tout ce qui est footing, on les fait ensemble. On a de la chance, c'est que Jimmy, il court assez. Alors même si il y a une phrase qui a fait le buzz là il y a pas longtemps, c'était à 3,20 physiologiquement. Je suis en footing, mais il court quand même ses footings assez lentement. Ça démarre sur du 5 au kilo, à premier kilomètre. Puis après, ça va vers du 4,15. Donc 4,15, moi, ça commence déjà à aller un petit peu vite mécaniquement. Mais du coup, je le suis pendant, si on a un footing de 12 bandes, pendant 7 bornes, et après, je le laisse aller. Et puis après, sur les séances, c'est très rare que Arnaud me mette avec lui. Parce que moi, ce serait plutôt, et j'en fais pas beaucoup en plus, de la vitesse. Donc ce qui était faisable, c'est qu'en début d'année, il a fait un petit peu de double seuil. Donc quand lui, il est sur du SV1, moi, je suis sur l'aspect 3000. Donc c'est là que je me dis, oula, on n'a pas le même niveau, et encore, il est en reprise. Donc ça m'arrive de temps en temps, mais c'est très rare qu'on fasse les séances ensemble. Par contre, on s'échauffe ensemble. On fait notre corps de séance chacun de notre côté, puis on fait la récup ensemble. Ouais. Ça, tiens, je rebondis sur le double seuil. Je sais que Jimmy, ça fait longtemps qu'il en parle, qu'il voulait en faire. Vous échangez, vous avez pesé le pour et le contre, en faire. Attention, c'est un phénomène de mode ou oui, ça a vraiment un intérêt physiologique. Vous en avez parlé, ça, entre vous ou Jimmy, ça reste le chef, s'il veut le faire, il le fait, quoi. Ouais, Jimmy, maintenant il a l'expérience qu'il faut dans la course à pied pour savoir ce qu'il veut et ce qui peut marcher pour lui. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec Arnaud, du coup, il l'a testé sur moi pendant 1 an. Ah non, mais oui, c'est pour ça. Ah oui, voilà, c'est ça qu'il disait dans le podcast. C'est pour ça qu'il parle de toi, ça, exact. exactement. Ouais, c'est ça. Donc, on s'est un peu, moi et lui, parce que j'ai un bagage scientifique et en ayant fait un mémoire, tout ça, je me suis un petit peu renseigné sur le sujet. Pendant 1 an, on a fait un peu notre popote parce que le double seuil, on a pris de base le modèle de Marcus Bakken et puis on l'a un peu agencé à notre façon. Et puis il l'a testé pendant 1 an sur moi, on a vu ce qui pouvait marcher, comment on pouvait l'appréhender. Et puis après, Jimmy, du coup, est revenu au mois d'octobre. Et puis il voulait faire ça absolument, donc comme Arnaud l'avait testé 1 an sur moi, on est passé avec Jimmy. Et puis on en a discuté. Pareil, nous, tout ce qu'on avait récolté en littérature, tout ça, on l'a un peu synthétisé, on l'a expliqué à Jimmy. Et puis après, s'en est suivi les séances de double seuil. Il ne fait pas que ça, mais il a voulu tester un petit peu. Et puis on a recommencé par un cycle où il en a refait dès le mois d'octobre des séances de double seuil. Je veux bien que tu définisses, même si c'est technique et scientifique, le double seuil de Bakken, la méthode norvégienne et ce qu'on entend aujourd'hui par double seuil, tout le monde. Tu saurais le dire en quelques mots? C'est la même chose ou il y a des nuances? Je pense que c'est globalement la même chose parce que quand j'ai regardé un peu ce que les frères Ingebrigtsen, alors pareil, ça ne sert à rien de copier un modèle d'un athlète parce que premièrement, je pense qu'ils ne mettent pas tout sur les réseaux et puis qu'il n'y a pas une seule façon d'arriver à son but, mais c'est bien de s'en inspirer. Et il faisait, dans ce qu'il montrait, relativement la même chose que Bakken. Après, nous, on l'a pareil. Moi, je ne suis pas un athlète, je ne peux pas encaisser 180 bandes par semaine. Donc, on a pris des idées à droite à gauche, on l'a agencé pour moi et après on l'a réagencé pour Jimmy. Mais globalement, j'ai l'impression que dans tout ce que j'ai vu, même on avait discuté avec Julien Rank qui a aussi essayé cette méthode et pareil, il fait la même chose.
globalement du modèle de Marius Bakken. Et dans tout ce que j'ai vu, où j'ai parlé des athlètes à droite à gauche qui font le double seuil, souvent c'est à peu près les mêmes séances qui reviennent du mardi-jeudi. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'un double seuil est efficace? J'imagine qu'il ne faut pas en faire un tous les 3 mois, qu'il y ait une régularité. Est-ce que ça a une importance de faire le cours le matin, enfin le SV1 le matin, le SV2 le soir ou l'inverse? Comment tu le vois? Comment vous calibrez tout ça? Alors ouais, justement ça, je me suis creusé la tête et j'ai toujours pas trouvé la réponse. Parce que je me disais, alors déjà, faut voir d'un point de vue organisation. Un plan d'entraînement, si c'est arrangeant, par exemple pour mon cas, je l'ai fait en hiver et le matin il fait super froid. Donc mon SV1, je le faisais le matin pour pouvoir le faire à la salle. Oui. Tandis que mon SV2, je le faisais l'après-midi pour pouvoir le faire dehors et sur piste, parce que je ne pouvais pas faire l'inverse. Donc d'un point de vue organisation, c'était mieux de faire ça. Après, d'un point de vue physiologique, on en a discuté un petit peu avec Yann et on se disait... Yann Schrub. Yann Schrub, ok. Si je me souviens bien, c'était l'après-midi, il avait, alors que je me souvienne bien, il avait du mal à monter, je crois, sur sa lactatémie. Et en fait, on s'est posé la question de savoir que peut-être ses réserves de glycogène étaient trop bas l'après-midi. Et du coup, il en consommait pas assez. Et pareil, on s'était posé la question, qu'est-ce qui est mieux de refaire le SV1 le matin, le SV2 l'après-midi, parce que sinon on n'aura pas assez de réserves glycogéniques. On n'a toujours pas trouvé la réponse. Donc, moi, d'un point de vue intuitif, je me dis que c'est peut-être bien justement de changer à chaque fois pour stresser le corps un peu différemment, non? Oui, de toute façon, le meilleur moyen de progresser, c'est de stresser le corps en pouvant récupérer. Donc, je pense que changer un coup l'un, un coup l'autre, ça permet d'avoir un stress différent et justement de s'améliorer. Après, il y a aussi le fait qu'on se disait que, alors des fois, le SV1 le matin, c'est bien parce que c'est plus facile et ça met en route et on court plus vite l'après-midi. Donc, on s'est aussi posé cette question-là. Et puis, en fait, ça s'est fait naturellement, des fois, parce que aux États-Unis, pas accès à la piste au matin. Et du coup, on faisait le SV2 l'après-midi. Et puis, on ne se posait pas la question. Mais j'ai cherché, justement, j'ai cherché la littérature, il n'y a pas grand-chose. J'ai utilisé l'intelligence artificielle. J'ai essayé de creuser, mais j'ai toujours pas trouvé la réponse. Donc, je ne sais pas si on peut commenter les podcasts. Si quelqu'un a la réponse, je veux bien la voir. Si c'est mieux de faire le SV2 l'après-midi ou le SV1 l'après-midi. Il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, il faudra aller voir la méthode de Bakken, mais il me semble qu'ils font le SV2 le matin. Si je ne dis pas de bêtises, mais pareil, je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Et dès qu'on fait du double seuil, notre coach, il insiste tout le temps, respecte les allures. Ça, c'est essentiel pour toi? Ah oui, c'est essentiel parce que, premièrement, si on va trop vite, on va se cramer physiologiquement et mécaniquement. Donc la méthode double seuil, c'est vraiment dans le contrôle. Après, si on a la machine à lactatémie, c'est encore mieux. Parce que le but du double seuil, ça va être d'utiliser le lactate comme substrat. Et si on en produit trop et qu'on n'arrive pas à l'utiliser, ça ne sert à rien de faire du double seuil. Donc, et pareil, mieux vaut aller un petit peu plus doucement. Par exemple, moi, une séance type, c'était 25 x 400 en 1,12. Mieux vaut aller vers du 1,13, du 1,14 que du 1,10, du 1,9. Donc oui, en effet, vaut mieux aller doucement, mais pas non plus tomber dans le sous-entraînement sur un double seuil qu'aller trop vite. Et le double seuil, tu estimes que ça a un intérêt sur toutes les filières aérobie, donc du 1500 jusqu'à l'infini, quoi? Ouais, si on développe, ces seuils, faut voir la courbe avec SV1, SV2, puis VO2 max, on décale tout vers la droite. Et puis, pareil, ils ne montrent pas tout ce qu'ils font, mais quand on voit Jacob Ingebrigtsen,
il est coureur de 1500, il court moins de 3,30, beaucoup moins de 3,30 au 1500 et en faisant du double seuil. Donc oui, je pense qu'on s'améliore sur toutes les filières grâce à ça. Après, il faut garder une base de vitesse. Nous, le lundi, par exemple, on mettait des lignes droites assez appuyées et des codes quand même pour pousser un petit peu la machine le samedi. Mais oui, je pense qu'on peut s'améliorer grâce à ça. Mais il ne faut pas faire que ça. Ouais, ça, je vois que Jimmy Descotes, lui, il en fait systématiquement, j'ai l'impression. Ouais, il en fait... C'est pas le cas de tout le monde, ça. Ouais, alors maintenant, il est plus avec Arnaud, mais Arnaud est friand des cotes. Alors, nous et Jimmy, on n'aime pas, mais on sait que... Enfin, moi et Jimmy, pardon, on n'aime pas. On sait qu'on s'améliore grâce à ça. Donc, en plus, à Boulogne, on a une belle cote qui n'est pas facile, qui est peut-être un petit peu trop raide, mais il en fait souvent. Et puis, ça permet de bosser musculairement, c'est de la musculation naturelle. Et puis, même s'il n'aime pas ça, il sait qu'il progresse à ça, donc il progresse grâce à ça. Donc, ouais, on en fait... Souvent. Et puis on a un terrain à Boulogne qui s'y prête, des cotes, on peut en faire partout. Là, il a acheté un nouvel appartement, il a une cote juste en face de chez lui, face à la mer, donc il en fera peut-être encore plus par la suite grâce à celle-là. Pour en revenir, tu as double seuil, je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est intéressant tout ce que tu as dit. Pour en venir à la traumato du sport, est-ce que tu as constaté une évolution des blessures, toi, depuis que tu exerces, donc 2019? En gros, le boom des chaussures carbone, tu as constaté un changement dans les blessures? Alors, avant la chaussure carbone, je constate un boom des blessures depuis 6 ans que je travaille. Et c'est pas... Alors, pas un boom, mais un changement peut-être, non? Pas un boom, mais plus de gens blessés. Tu trouves? Ouais. Par rapport au fait, et ça je le martèle aux gens, le running est en train de prendre, c'est exponentiel le nombre de licenciés ou pas qui font des courses, sauf que beaucoup s'y mettent beaucoup trop vite, avec beaucoup soit de l'intensité, soit du volume. Et des blessés à cause de ça, il y en a plein. Et beaucoup de blessures, d'abord pour être évitées avec beaucoup de nouveaux coureurs. Et ce qui est, oui, des chaussures carbone, on a, je ne sais pas si c'est plus de blessures, mais différents types de blessures. C'est ça. J'entendais parler, Johan Durand sur un de tes podcasts. Il me disait qu'avant, c'était des chaussures minimalistes, c'était les mollets qui étaient très traumatisés. Les tendons autour de la cheville, tout ce qui est tendon d'Achille, mollet, tout ça. Ça, on en voit moins. On en voit moins. Par contre, on voit beaucoup plus de fractures de fatigue du bassin, tendinopathie, on va dire, tout ce qui est syndrome de la bandelette iliotibiale. Il y a plus de ça. Alors, je ne sais pas s'il y a plus de blessures, mais il y a eu un changement des blessures. On a moins de tendinopathie des tendons d'Achille, moins d'aponevrosite, mais plus de blessures au niveau de la hanche et du genou, voire du bas du dos. Et même, il y a les fractures de fatigue, bassin, aileron sacré, tout ça. Et ce qu'on voit, moi j'en ai eu un col du fémur récemment, et depuis que je l'ai eu, il y en a 3 ou 4 des jeunes de Clermont qui ont eu... Ça, t'en voyais jamais avant? T'en voyais jamais des cols du fémur? Là, j'ai suivi une athlète, elle a eu fracture de fatigue du fémur. On n'a jamais vu ça avant. Alors, est-ce que c'est... est-ce que c'est dû au carbone? Il y a moyen que ce soit un des facteurs de ces blessures. Quelle est la pire blessure en course à pied selon toi? L'avantage de coupe des fractures de fatigue, c'est qu'une fois que tu es consolidé, tu es tranquille. Alors que les tendinopathies, des fois, ça traîne, t'en vois jamais le bout. J'allais partir sur la fracture de fatigue, comme tu as dit, mais des fois, j'allais dire que c'est bien, non, c'est pas bien, mais un patient qui a une fracture de fatigue, il va prendre conscience que c'est tout. Une fracture de fatigue, tu cours pas, tu t'arrêtes. Tandis qu'une tendinopathie, faut jongler. Alors, faut jamais s'arrêter de courir à 100%. C'est pas bon de s'arrêter de courir à 100%. Mais il faut tout le temps jongler entre j'y vais, j'ai mal, mais à combien sur 10 je peux continuer. Et je dirais la tendinopathie. Après, il y en a des tonnes, mais je suis en train de réfléchir. Mais pour moi, la pire blessure pour un coureur, c'est la tendinopathie, où tu sais pas trop doser, tu essayes
Et puis, mais juste si je peux donner un conseil, c'est que même si on a une tendinopathie, alors il ne faut jamais s'arrêter à 100% de courir. Parce que 80% de la blessure, ça reste trop d'intensité, trop de volume. Il faut diminuer tout ça, garder un fond de course et puis y aller progressivement. Mais du coup, pour répondre à ta question, je dirais une tendinopathie. Mais il y a certaines tendinopathies où l'intensité fait moins mal que le footing. Oui, c'est vrai. Le vrai. temps de contact au sol est plus faible et des fois, tu as moins mal en mettant de l'intensité. Ouais, et vice-versa, il y a d'autres pathologies où l'intensité peut faire plus mal. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis pour savoir qu'est-ce que vous avez le droit de faire avec une tendinopathie, si vous avez le droit de plus de mètres d'intensité ou de volume. Il y a un site qui s'appelle la clinique du coureur où on peut aller voir je suis blessé, on marque où est-ce qu'on est blessé et il y a une petite fiche mémo qui nous dit avec telle tendinopathie privilégie plutôt le volume que l'intensité ou vice-versa. Et puis, je pense que pour quelqu'un qui est blessé et qui ne sait pas trop, c'est une belle bille qu'il peut mettre pour reprendre. Ouais. Et comment tu guides tes patients? On lit souvent qu'au-delà de 3 sur 10, on passe de la gêne à la blessure et tout. Moi, j'ai toujours du mal avec ces échelles visuelles. Comment toi, tu les guides tes patients à vraiment lever le pied, à continuer à courir? Ouais, moi, je ne suis jamais très à l'aise avec ces échelles. Puis c'est pareil, un 3 sur 10 pour toi, un 3 sur 10 pour moi. Donc, c'est difficile. Hein. Les patients, on va dire qu'il y en a qui t'écoutent et il y en a des plus foufous. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Alors, ça prend du temps parce qu'il n'y a pas que les 45 minutes, l'heure au cabinet. Des fois, je prends même un peu plus de temps. Je prends le numéro du patient, WhatsApp, je lui envoie un message et je le guide avec un mini plan d'entraînement. Et c'est vraiment au ressenti où je lui dis tu peux aller faire ça. Et limite, je lui fais un petit plan d'entraînement quand il est blessé. Ouais. Des fois, alors ce qui est cool, c'est qu'on a 2-3 clubs à Boulogne, je connais un peu les entraîneurs, j'échange avec les entraîneurs. Et puis, et c'est là que je me dis, avec 2 séances de kiné par semaine au cabinet, tu peux pas faire grand-chose, il faut un suivi sur toute la semaine. Mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie mentale, mais on est obligé. Et c'est grâce à ça que je peux les accompagner. Moi, je trouve que le meilleur indicateur pour les pathologies micro-traumatiques, fracture de fatigue, tendinopathie et tout, c'est la douleur permanente, quoi. Si tu as mal que sur certains gestes, qu'un virage droite, un truc, ça se gère. Mais quand tu commences à avoir mal tout le temps, quand tu vas pisser la nuit, quand tu cours en permanence, c'est que ça devient beaucoup. Là, en ce moment, j'ai une athlète qui a une périostite, elle a mal dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc là, je lui dis... C'est pas normal. Si tu as mal dans la vie de tous les jours, là par contre tu peux pas aller courir. Et pareil, douleur au réveil. Je dis toujours aux patients, tant que tu as mal en courant, que ce soit une gêne, et puis que quand tu t'arrêtes, c'est fini, tu n'as plus de douleur, on peut continuer à courir. Par contre, si quand tu t'arrêtes pendant 1 heure après, tu boites, le matin quand tu te lèves, pendant une demi-heure, tu marches comme un grand-père, ça peut être un indicateur. Et puis je garde quand même les 3 sur 10. Je leur dis, ça donne un petit indicateur parce que, pareil, je leur fais comprendre qu'une petite gêne, on peut continuer. Et puis ça peut leur dire que si ça devient trop intense, mais dans la vie de tous les jours, ça peut être un indicateur aussi si la blessure les gêne. Où là, je leur dis, là c'est trop, il va falloir bien adapter le plan d'entraînement. Tu parles souvent, j'ai vu tes posts sur Insta et tout, tu parles souvent de muscu. Ouais. Tu as l'air d'être très porté muscu et tout. Et tu as l'air de bien aimer la science aussi. Quel est ton avis sur la muscu adaptée aux courses un peu de fond, les courses sur route? Que dit la science et que dis-tu par rapport à ça? Alors, pareil, j'ai essayé de bien m'informer sur la muscu. Personnellement, j'en fais dans mon plan d'entraînement. Je trouve que c'est un bon levier de performance. J'en ai pas fait mes 3 premières années parce que je voulais ajouter... quand je progresse, j'essaie d'ajouter un petit truc à chaque fois. Et je pense que c'est un bon levier dans la course à pied pour performer. Alors pour 2 raisons, d'un point de vue performance et d'un point de vue blessure. Alors pour la performance, ça va améliorer vachement l'économie de course.
Alors, je ne sais pas si on peut rentrer un peu plus dans les détails, mais ouais, la musculation, on a souvent pensé que comme tu es coureur, tu es un coureur d'endurance, tu vas faire de la musculation avec des petites charges et beaucoup de séries. Ouais. Donc, L'endurance de force. Voilà, de l'endurance de force. On dit, bon, je suis coureur, je vais faire... alors que c'est tout le contraire. On a vu qu'il fallait plutôt s'entraîner avec de la force max, avec très très lourd, pas beaucoup de séries. Et alors quelqu'un, entre guillemets, qui ne connaît rien, il va dire, je suis coureur, je ne vois pas pourquoi je vais mettre super lourd. Et en fait, dans les études, on s'est rendu compte que c'était plutôt grâce à ça. Et du coup, j'intègre ça, moi, dans mon plan d'entraînement. Et je pense, et j'en tire les bénéfices dans mes chronos, parce que j'ai ajouté ça il y a 2 ans et je continue de performer. Et je trouve que c'est un vrai gap et c'est important pour ceux qui veulent performer. S'ils peuvent 1 fois par semaine, voire 2, mais 1 fois, c'est déjà très bien, faire même pas du renfort, de la musculation pour performer et pour éviter aussi les blessures. Après, il faut toujours aussi garder un peu de recul par rapport à ça, parce qu'on le voit toujours en médecine, tu as toujours une étude qui en balaye une autre, quoi. Peut-être que dans 5 ans, il y a un mec qui va arriver à prouver que c'est l'endurance de force qu'il faut. La vie de la médecine, c'est que ça, en fait. Il y a des modes, hein, et je dis toujours, la science, elle dit ce qu'elle est. Elle ne dit pas forcément la vérité. Quelqu'un qui fait une étude, il veut prouver quelque chose et il va dire l'étude, elle va dire ce qu'elle est. Mais comme tu dis, ça peut changer. En tout cas, c'est pour ça que c'est ce qui est bien et aussi difficile dans notre métier de kiné, c'est que tout change. Oui. Et même des fois dans des réhab, tu peux faire, même moi ce que je faisais en 2019, c'est il y a 7 ans, il y a de nouveaux trucs qui est sorti et ça change tout le temps. Oui. Après, je pense, et il y a quand même pas mal d'études on revient à la musculation, qui parlent de ça, mais comme tu dis, peut-être que dans 50 ans, tout aura changé, mais en tout cas, les dernières études parlent que c'est ça, mais c'est vrai que ça fait que de changer. Et on en revient à une des premières questions que je t'ai posées, si la science est supérieure à l'expérience de terrain pour un entraîneur. Au final, non, parce que l'entraîneur va s'inspirer de la science, mais si sur le terrain, tout le monde lui dit que la muscu, ça le fait courir moins vite, tu vois, il a intérêt à l'enlever. Enfin, c'est un exemple bête que je dis, mais tu vois, l'expérience de terrain est essentielle, quoi. Ah oui, c'est clair. La science, il faut s'en servir, mais il ne faut pas non plus être buté à vouloir faire que du scientifique, que des datas. Il y a aussi l'œil de l'entraîneur. Il y a des choses que la science, le ressenti, la science, ça, elle ne l'a pas. Un entraîneur, il y a même des entraîneurs de clubs qui n'ont pas forcément un bagage scientifique et qui peuvent être meilleurs qu'un théoricien qui a jamais entraîné, qui a vu passer des centaines d'athlètes pendant 10 ans dans son club d'athlètes. Donc il faut se servir des deux, il faut avoir la science. C'est pour ça aussi que nous, dans notre groupe, on a un scientifique avec nous qui nous aide et qui a aussi l'œil de terrain. Donc il faut les deux, mais c'est François Chiron encore ? Ouais, c'est ça, c'est François Chiron. Mais même François est le premier à le dire. Ça ne vaudra jamais un entraîneur qui est là sur place. Alors des fois, la séance, il faut l'agencer. Ouais. Il a un petit bagage scientifique qui fait que tout de suite, il va pouvoir prendre une décision. Mais cette décision, il la prend parce qu'il a vu. Et après, grâce à la science, il peut l'agencer. Mais jamais, je pense, la science prendra le dessus. Oui, parce que si demain, quelqu'un nous dit que l'entraînement croisé est excellent, t'en as, hein. Ouais. Mais les meilleurs marathoniens, des Kenyans qui font du vélo, t'en as pas beaucoup, quoi. Donc, c'est vrai. D'ailleurs, ça a été la mode pendant un moment. Ça a été la mode quand il y avait Vincent Louis qui a un peu qui est arrivé de. C'était en quelle année ça? Il gagne le cross au Mans, ça doit être de 2016, 2017, dans ces années-là. Et en fait, les triathlètes sont arrivés et il y a tout le monde qui a dit « faut faire de l'entraînement croisé, faut faire de l'entraînement croisé ». Et puis, mais c'est vrai que maintenant, des marathoniens… c'est l'année de l'intérieur sport, donc ça doit être les Jeux de Rio, ça doit être 2016. Ouais. C'était 2016, ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, même si la science dit, pas forcément. Et pour toi, à partir de quand la muscu a un apport Pardon, je m'explique mieux. Si quelqu'un court 20 bornes par semaine,
il a plutôt intérêt à en faire 30 pour progresser que de mettre une muscu, non? Tu vois ce que je veux dire? Non, tu peux. Alors. Si quelqu'un court très peu, Ouais. vaut mieux déjà qu'il soit régulier en course à pied et en faire un peu plus fréquent que de mettre la muscu. Ok, ouais. Non? Bah oui, après, c'est sûr que la course à pied, ça reste la course à pied. Oui, Si voilà. tu veux question progresser, est là, ouais. oui, bah oui. Mais à partir de quand un bon marathonien qui vise 100 bornes par semaine, par exemple, qui vise, je sais pas, 2h35 sur marathon, est-ce qu'il a intérêt à faire 90 bornes et 1 heure de muscu ou faire ses 100 bornes et pas de muscu? Comment tu l'orientes? C'est ça qui est pas facile. Ouais, c'est difficile à répondre. Parce qu'en plus, des muscu mal faites, ouais. Après, c'est sûr. Alors, ouais, sur marathon, bah pareil, je sais pas parce que on a avec Arnaud et on n'a pas encore d'athlètes sur marathon, donc on est plus sur des coureurs de 5, de 10. C'est vrai que la borne reste la borne. J'ai du mal à te répondre. Supprimer de la borne pour plutôt faire de la muscu, non, je garderai quand même la... Ouais, Après, ça dépend. Tu me dis supprimer un footing pour une muscu, je te dirais oui. Supprimer une séance pour une muscu, je te dirais non. Ouais. Donc, oui. Mais c'est quand même bénéfique. Après, pareil, il faut que ce soit bien fait. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Si le mec il n'aime pas la muscu, bah tant pis, il continue de courir et fait pas de muscu, mais la borne reste la borne. Après, oui, je te dis, allez, entre 100 km par semaine et 90 plus muscu, je choisis 90 plus muscu. Ah ouais? Ouais, Okay. quand même. Moi, avec le temps, là, j'ai l'impression que ce qui sert de moins en moins, c'est les footings quand même trop lents. Pareil, il y a eu un effet de mode où il fallait courir très lentement. Moi, j'ai l'impression que quand tu es trop bas en zone 1, je sais pas si Jimmy, faire un footing à 6 au kill, est-ce que ça a un intérêt Alors, à part s'il y a vraiment eu une grosse séance la veille. C'est ça, si vraiment t'es cramé, ouais, oui. t'es cramé, oui. Si tu peux pas faire mieux, oui. Ouais. Après, je pense qu'il faut quand même un peu monter et on en rigolait. C'est que sur ces footings, des fois, ils montent à 100, 112, 115 BPM. Et il dit, ouais, je suis pas haut quand même. Et en fait, du coup, ce qui peut être fait, ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il va en thermoroom. Et en fait, il court à 12 km/h, mais grâce à la thermoroom, il arrive à monter à 130 BPM. Voilà, et comme tu dis, ça évite de faire un... Après, si tu fais un footing à 5 au kilo et que tu es à 130 BPM, pour moi, ça reste bénéfique quand même. Mais si tu fais un footing à 99 BPM... Non, ouais, c'est vrai que ça sert à rien, non. Et enfin, je pense aussi comme toi que si tu es trop lent et que le cardio ne monte pas... Ouais, non. Et je pense que l'intérêt aussi du Kenya, c'est un peu ça. C'est comme tu es en altitude, comme il y a du dénivelé, en fait, tu n'as jamais un footing très facile, quoi. Ah ouais, c'est ça. Tu es toujours en zone de camp, en fait. Comme il disait Bob Tari, tout est dur. Je me souviens, le premier jour, on arrive, on monte une côte en marchant. Hein. Jimmy me dit, regarde ta monte, t'es à combien là? Hop, 102 BPM. Ouais. Et en fait, c'est comme la thermoroom, tu peux faire des footings le lendemain de séance, des fois à 4,40, tu montes. Et donc, ouais, ça permet, et même mécaniquement, de continuer à courir plutôt que d'aller à, comme tu dis, des footings à 5,30, 6 au kilo. C'est vrai que ça a été la mode, on entendra un peu moins parler. Mais après, si tu es mort physiquement, il faut le faire quand même, je pense. Voilà, si tu es mort ou si tu es très raide de la séance de la veille, bien sûr, attaque lentement. Mais se forcer à aller trop lentement, moi j'ai tendance à penser de moins en moins. Non, pareil, quand tu regardes Keselcha, ses footings, je les vois à 3,50. Et il a l'air tellement facile. Ouais, si tu es bien, vas-y. Si tu es bien, vas-y. Et faut pas se freiner. Par contre, si tu as besoin de courir en 5,30, cours en 5,30. Et par contre, là, tu as révélé un peu un secret sur Jimmy Gressier. Voilà, la thermoroom, j'ai pensé. Vous avez ce qu'il faut à Boulogne pour ça? Non, à Font-Romeu. Là, il a mis un poste il n'y a pas longtemps. Là, on le voit, il court à 12,7 km/h. Je ne sais pas comment ça fait au kilo, ça doit... Et du coup, il monte cardiaquement plus haut et ça lui permet de faire des footings moins vite.
Et donc mécaniquement, ça fait moins mal aux cannes, mais par contre, le cardio, il monte. Parce qu'il y en a quand même dans les grandes villes, mais ça m'étonnait qu'à Boulogne, il y en ait. Non, à Boulogne, il n'y en a pas. Ouais, il y en a pas, oui. Ouais. Oui. Là, il fait ça à Font-Romeu. Ouais. Ok. Et donc justement, si on en vient à ta relation avec Jimmy, donc tu disais, en fait, vous vous êtes rencontrés un peu par hasard, quoi. On est du même quartier, au chemin vert à Boulogne. T'es du chemin vert, toi? Ouais, je suis du chemin vert. Alors, on est à l'opposé. Le chemin vert, ça fait 2 km. Et puis, c'est un quartier, mais il y a des quartiers dans le quartier. Donc, pour ceux de Boulogne, moi, je suis à l'opposé, côté Châteaubriand. Et lui, il était de Transition. Donc, on se connaissait, mais de vue. Et puis, en 2019, donc j'étais diplômé. Je suis dans un... Alors, quand on est au chemin vert, on reste chemin vert toute sa vie. J'habitais au chemin vert, puis maintenant, mais je travaille au chemin vert. T'es dans ton cabinet au chemin vert? Ouais, c'est ça, mon cabinet au chemin vert. J'ai joué au basket au chemin vert. Le chemin vert, c'est sacré. On peut s'arrêter 2 secondes sur le chemin vert, justement. Moi, tu vois, mon cabinet, il est dans une ZUP à Clermont, mais qui ressemble pas du tout aux images que je vois du chemin vert. Vous, ça a l'air d'être un petit quartier très ouvrier, en fait, non? Ouais, en fait, le chemin vert, c'est un... Ça fait pas cité, grosse cité, tu vois, de grande ville. Non, il n'y a pas de... Il y a quelques bars HLM. Après, il y en avait plus avant, ça a été refait. C'est une petite cité. Mais c'est sûr que ça ne fait pas les grandes bars, les grandes tours HLM qu'on peut voir à Paris, à Lille. Avec des gangs au bas des tours. Ouais, ça fait non, pas ça, en fait. Non, c'est pas ça. C'est la petite cité à Boulogne. Quoi. Mais comme on dit à Boulogne, le chemin vert, c'est une ville dans une ville. On reste 10 000 habitants au chemin vert, 40 000 à Boulogne. Donc, à 10 000 au chemin vert. Ouais, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être 8-10 000. Donc c'est une ville dans une ville. Et tout le monde se connaît, si ce n'est pas... Enfin, tout le monde se connaît au moins de vue. Et à Boulogne, c'était quoi? C'était des pêcheurs, des mineurs? C'était quoi les métiers? À Boulogne, il y a beaucoup de tout ce qui est la pêche. La pêche, ouais. Alors, un petit peu moins la pêche en ce moment, mais tout ce qui est transformation du poisson. Donc pareil, à Boulogne, on a une zone qui s'appelle Cap et Cure. C'est tous les usines avec transformation du poisson. Donc le poisson qui arrive et puis on en fait des produits qu'on peut voir dans les grandes surfaces. Et puis donc il y a beaucoup de métiers de la mer. Métier pas facile, Jimmy le raconte aussi, hein, son grand-père qu'on peut voir dans pas mal de reportages, il était docker. Donc docker, c'est ceux qui arrivent à 4h du matin quand le bateau arrive sur le port et qui viennent décharger le bateau. Et puis Jimmy, ça lui est déjà arrivé de l'accompagner pour se faire un petit billet quand on est ado, là, et il me raconte toujours, la première fois que j'ai fait ça avec mon grand-père, j'avais des courbatures le lendemain, les mains dans la glace et tout, et quand il faut y aller, il m'a dit, et c'est pour ça aussi qu'il en tire sa force, hein, il m'a dit, moi je veux pas faire ça, je veux un métier plus facile. Ouais. Et puis, je pense aussi, il tire sa force grâce à ça, grâce au chemin vert. Les gens du chemin vert sont courageux. Les gens qui travaillent à Cap et Cure sont courageux. Donc, il a vu le courage chez ses amis, les parents de ses amis, chez sa propre famille. Et il s'est dit, pour eux, et je vais essayer de m'en sortir et puis de faire ce que j'aime et de souffrir autrement, parce que la course à pied, on souffre aussi. Mais Et attends, pour revenir à la question de base, donc vous n'êtes pas connus au quartier, vous êtes connus réellement comment? Ouais, donc on voyait qui on était l'un et l'autre au quartier. Et puis en 2019... Et pardon, une autre question. Et on parle aussi tout le temps de Ribéry, forcément, chemin vert. Tu l'as connu, Franck Ribéry? Pour l'anecdote, ses parents habitaient au-dessus de chez moi. D'accord. Donc alors lui, je le voyais passer, ils habitaient tout en haut, moi j'habitais au rez-de-chaussée, donc je le voyais passer dans la cage d'escalier, une petite photo, mais je ne l'ai jamais trop interpellé. Même quand il était connu, ses parents habitaient encore au quartier? Ouais, ils habitaient encore au chemin vert. On va dire qu'il y a vraiment le cœur du chemin vert qui est un peu plus... on va pas dire craignos, mais les bâtiments sont un peu plus insalubres, tout ça. Et après, ils ont déménagé là où j'habitais, une résidence un peu plus privée du chemin vert. Et puis, mais ils sont tout le temps, je te dis, quand on est au chemin vert, on reste au chemin vert, on a toujours une attache. Mais Ribéry, c'est quand même un
un autre niveau d'un point de vue argent, si on peut dire. Donc, comment il faisait? Il débarquait en Bentley dans le quartier, ça c'est comment? Bah oui, alors c'est ça dans le football. Bon, il y a des petites anecdotes. Au début, c'était marrant et on rigole toujours. Il y avait la Lamborghini verte, Ah ouais. mais ça faisait kiffer tout le monde parce que bah, tout le monde le connaît. On l'appelle Petit Franck à Boulogne. Donc, En plus, il est nature et tout. Lui, oui, non? voilà, il est nature. Et puis, bah, tout le monde disait, ah, il arrive avec ça. Alors, c'était pas tout le temps, hein, mais c'est déjà arrivé qu'il arrive à ça. Et puis après, il venait aussi avec. Ouais, pardon, on a été coupé. Donc ouais, c'est un autre monde, mais bah, quand t'es gamin, et même pour les jeunes du quartier qui connaissaient Franck, bah, même s'il venait avec sa Lamborghini, comme je t'ai dit, c'était pas tout le temps, mais ça faisait kiffer tout le monde. Ouais. Mais après, il avait aussi des moments ultra nature où bah, l'ancien président du club de foot, une fois, il m'a dit, je le cherchais pour un tournoi de gamins, et il m'a dit, moi, je pensais tomber sur la grande star et tout, et en fait, bah, il était torse nu avec des potes à côté du City en train de faire un barbecue. Donc tu vois, il restait quand même très nature malgré tout ça. Ok, putain, c'est marrant ces anecdotes. Ouais. J'aime bien. Et après, Jimmy, donc ouais, comment t'as été vraiment son kiné, etc. Du coup, il allait avec mon collègue, qui est ostéopathe, dans mon cabinet. Et puis, avant la Diamond League de Monaco, en 2020, pardon, ou 2021, je ne sais plus exactement, bah, mon collègue est plus âgé que moi, a des enfants, tout ça. Donc, il m'a dit, bah, écoute, moi, je ne peux pas le suivre en déplacement. Est-ce que ça te dit d'y aller? Donc, bah, ça s'est commencé avec un massage récup. Et puis après, 2 massages récup. Après, bah, c'est après où il m'a proposé, bah, je vais à Monaco, tu veux venir avec moi? Ok. Et puis après, bah, ça s'est fait de fil en aiguille et c'est de là où, vu qu'on se connaissait, on connaissait les mêmes personnes, on s'est on s'est liés d'amitié. Et puis bah, maintenant, ça fait 6 ans. Et puis il y a toujours mon collègue ostéopathe qui lui reste à Boulogne et dans le même cabinet que moi. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait naturellement avec Jimmy. Et une question indiscrète, réponds pas si tu veux pas, mais vous avez un lien contractuel quand même? Avec Jimmy? Oui. Bah, c'est juste que quand je pars en stage, je lui dis bah écoute, moi au cabinet, j'ai ça, je fais ça. Donc il t'es me compensé, dit, ouais. Ouais, je suis compensé de mon activité au cabinet. Voilà. Ouais, donc c'est bien. Donc il y a une relation, c'est saine, quoi, tu vois. Ah oui, oui. Ouais. Et est-ce que tu sais si un athlète se blesse comme ça? Je sais comment ça marche pour les footballeurs, mais les athlètes, j'y ai pensé, tu vois, en préparant le podcast. Si Jimmy demain se blesse, il fait une déclaration d'arrêt maladie. Tu sais comment ça marche? Bonne question. Je sais pas. Bonne question. C'est vrai que Je sais que les footballeurs, c'est le cas. Par exemple, Gourcuff, il y avait eu des calculs de fait, même si c'est plafonné par jour, et la Sécu ne paye pas les salaires des footballeurs, c'est plafonné, mais il y a des déclarations de travail. Bah, je pense pas parce que un footballeur, il a le salaire du club, tandis que là, il a un équipementier. Je pense pas. Après, Jimmy se blesse très peu, donc on n'a pas l'exemple. Mais non, je pense pas qu'il doit déclarer à la Sécu qu'il soit en arrêt. Donc, puis c'est pareil, tu n'es jamais vraiment en arrêt parce que même quand tu es blessé, tu t'entraînes. Non, je pense pas. Mais c'est vrai que par rapport au foot, alors tu compenses pas à 100%, mais quand un joueur est blessé, il doit se mettre à l'arrêt et puis être déclaré à la Sécu. Mais je pense pas qu'en course à pied, ça doit être le cas. D'accord, ok, je me renseignerai. Après, toi qui aimes bien la science et les nouveautés avec François Chiron, après une énorme course, c'est quoi le premier truc de récup à faire aujourd'hui, qui est primordial? Dormir, manger. Et avant, mais vraiment le détail, tu vois, les cyclistes, on les voit toujours prendre des antioxydants tout de suite, du jus de cerise. Vous, c'est quoi vous n'avez pas un truc tout de suite? Je réfléchis tout de suite après la course. Recharger en glucides, non? Ah oui, bien sûr. Alors ça dépend aussi les échéances qui arrivent, mais la recharge glucidique et en protéines, même que ce soit l'entraînement, on dit toujours qu'il y a une fenêtre de 30 minutes où on ingère mieux tout ça. Donc il y a tout ce qui est jus de cranberry antioxydatif. La recharge glucidique, que ce soit en mangeant ou avec une boisson glucidique.
Je réfléchis encore. L'hydratation, bien sûr. Même quand on fait un footing, là, même se peser, enfin, on va pas tomber non plus à toutes les footings de se peser, mais des fois, c'est bien quand il fait fort chaud de se peser avant, après. Pour compenser. Ouais, pour dire, j'ai perdu tant de kilos, c'est de l'eau. Ouais. Donc, ouais, je pense recharge glucidique. Si on peut manger, c'est bien, sinon, on part avec une boisson. Et tout ce qui est jus de cranberry, pour avoir quelque chose comment dire, je cherche le terme. Anti-inflammatoire? Oui, voilà. Ok. Voilà, pour avoir cette action anti-inflammatoire. Ce que j'aime bien avec Jimmy, c'est que déjà il a l'air optimisé, vous avez l'air de tout optimiser. Et lui, quand il est dans les interviews, il est hyper transparent, il dit tout. Ouais. J'aime bien ça, Jimmy. Et dernièrement, il parlait beaucoup du rapport poids-puissance qu'il essayait d'optimiser au maximum. Ouais. Tu peux en dire un peu ça? Parce que ça intéresse beaucoup les gens. Alors, en course à pied, on pense que souvent il faut être le plus léger possible. Alors oui, c'est le cas, mais il ne faut pas être affûté toute l'année. Oui. Donc Jimmy, il a aussi grâce à la musculation, il a comment dire, il a cette connaissance où il sait qu'il y a des parties dans l'année où il va reprendre du poids. Pareil, si je fais musculation et que derrière j'ai pas mon apport de protéines, je vais pas me développer. Et à l'approche des compétitions, il va y avoir un affûtage où il fait que il va garder les bénéfices de la musculation et des séances même de code qu'il a fait avant. Mais par contre, sur quelques jours, voire quelques semaines, il va perdre en kilos pour peser moins lourd. Mais par contre, du coup, il aura ce rapport poids-puissance où il sera léger, mais par contre puissant pour pouvoir envoyer la patate. Par contre, une fois que la compétition est passée, c'est pas possible de rester affûté toute l'année et reprendre du poids. Et là, il est un petit peu plus lourd sur les appuis. Et c'est de ça dont il parlait justement. Mais donc ça passe par l'assiette, ça c'est sûr. Mais ça, tu parlais de la muscu. Il arrête aussi la muscu, je sais pas, 3 semaines avant? Il en fait plus? Non, sur des cycles de muscu, on est plus sur comme un peu en course à pied, une base foncière où on va faire tout ce qui est force max, etc. Et nous, les coureurs, on développe une enzyme qui est l'enzyme mTOR, pour ceux qui veulent aller voir. En fait, c'est que même si on fait de la muscu, on ne va pas prendre. On ne va pas avoir des gros pecs, des gros quadris. Et du coup, il va faire ça pendant 3-4 semaines. Et par contre, juste avant la compète, à J-10, il y a encore une séance J-10, il y a encore une séance de muscu, mais par contre, on va plus aller en explosivité. Et grâce à ça, et grâce du coup à son poids qui va descendre, il arrive le jour J où normalement, dès qu'il met un pied à terre, ça envoie. Et quand il a des assiettes vraiment light, c'est calibré ça? Il y a une diète qui... Non, même pas. Il fait ce qu'il sent. Il a toujours moi, même l'assistant Léo, Arnaud, ou maintenant Adrien, François, ou avant Adrien, François, qui le guide un petit peu, mais c'est toujours lui. Pareil, je trouve que, alors en tout cas pour ce qui est nous dans notre groupe, l'athlète, il fait un petit peu ce qu'il veut dans ses assiettes, et puis ça marche. Même des fois, il y a même des choses où moi je me dis, moi j'aurais pas fait comme ça, mais si lui ça marche, on va le guider, on va lui dire. Après, on va pas lui rabâcher. On lui dit, moi je pense ça, mais après il fait ce qu'il veut. Et souvent, l'assiette, ça aide un peu à te conditionner pour une compète. Tu sais, quand tu sens qu'il va falloir aller au charbon, tu vois, tu te mets en mode même dans l'assiette, tu vois. Et je pense que Jimmy, il raisonne comme ça, lui, beaucoup. Ouais, c'est ça. On en parlait la dernière fois, on disait, une pizza J-10, ça va rien faire et tout. Mais même si ça fait rien, le conditionnement, je me dis, non, là, allez, pendant 3 semaines, je fais le taf. Et je me dis, c'est une manière de me mettre dedans. Et je pense que Jimmy, c'est pareil aussi.
quand il remet ses bonnes assiettes, on va dire, enfin ses assiettes avec ses glucides, ses légumes, c'est aussi une manière de se dire ok, bah, et là il l'a fait quand il est parti en stage en Afrique du Sud. Il a dit là je me concentre, et c'est aussi un mindset de me dire bah là je m'entraîne, je mange bien. Ouais. Et c'est aussi, il n'y a pas que le fait, enfin c'est important aussi, mais l'apport de la nourriture, c'est aussi dans son esprit de se dire bah là j'optimise tout et Mais je le conçois entièrement, moi je suis un peu pareil, ouais. Ça je le conçois. Qu'est-ce qui selon toi a fait la différence entre lui et un autre athlète pour être champion du monde de 10 000 mètres? Alors tout ce qu'il a construit depuis, ça fait 11-12 ans qu'il court. Il a bien évolué, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il s'entoure. Tu croyais toi avant? Champion du monde? Ouais. Un petit peu, mais je me dis... En fait, on se disait toujours... Enfin, ils se disaient, et je suivais leur théorie, on se disait... alors, ce ne sera pas tous les 4 ans ou tous les 2 ans. Un jour, il y aura une porte. Alors, et ce jour-là, il faudra être présent. Ouais. Et bah, à Tokyo, c'est ce qui s'est passé. Et il n'a pas laissé passer sa chance. Mais on se disait, alors, ce ne sera pas à toutes les Olympiades, il sera pas, ou après peut-être, hein, mais on s'était dit un jour, et ça se reproduira peut-être encore, il y aura un jour où ce sera le moment de le faire. Et puis, par contre, ce jour-là, il faudra envoyer. Et c'est ce qui s'est passé. Même lui, il le dit. Quand je reviens sur... je savais que c'était ce jour-là. Et ça se reproduira encore, on espère, ou pas. Mais ça a été... enfin, on y croyait. On savait qu'un jour, ça allait se passer. Quoi. Ouais. Mais il fallait quand même être présent ce jour-là. Mais on se disait, un jour, il y aura une opportunité. Par contre, ce jour-là, il faudra la prendre parce que peut-être que ça ne se reproduira pas. Et toi qui le connais bien, il finit donc ce 10 000 devant Kejelcha. C'est Kejelcha qui fait Ouais, deux, c'est ça. Il me semble que c'est Kejelcha 2 et Amgen 3. Ouais. Et est-ce que après la perf de Kejelcha à Londres, est-ce qu'il t'a dit putain mais les moins de 2 heures sur marathon c'est possible, vous en avez pas parlé? Là, on ne s'est pas revu parce qu'il est à Font-Romeu. Mais ouais, il dit quand même moins de 2 heures. Alors nous, on le charrie. On dit, si Kejelcha, il fait... mais il reste quand même conscient que Kejelcha, c'est, si je dis pas de bêtises, moins de 58 minutes sur semi. Oui. Donc, il y a quand même un petit gap quand même. Mais on ne se met pas de limite. Mais sur une course, on va dire, qui part à fond de A à Z, mais ouais, moins de 2 heures, pourquoi pas, mais il sait que c'est encore loin quand même. Et dernière question, et je te laisse partir. Gressier, tu le disais, il ne se blesse pas beaucoup. Et c'est vrai que les grands champions, si tu regardes Messi, Ronaldo, Gressier, ils ne se blessent pas beaucoup. Comment ça marche? C'est parce qu'ils sont carrés sur tout et qu'ils ont une grosse carrière et ils ne se blessent pas, ou c'est parce qu'ils sont solides de manière innée, qu'ils ont ces carrières, qu'ils ne se blessent pas? Comment tu le vois, toi? Alors déjà, le premier facteur de progression, c'est pas de se blesser. Oui. Donc, et grâce à ça, pour moi, pour ce qui est de Jimmy, il y a, je dirais, 2 facteurs pour lesquels il ne se blesse pas. Le premier, c'est qu'il n'est pas fait comme les autres. Ah, tu le penses, ça? Ah ouais. Des fois, même avec Odd, sa compagne, on dit mais toi, t'es pas comme les autres. T'es une barre de fer, t'es jamais blessé, tu ressens pas la douleur comme les autres. Il s'était bien blessé un peu là, c'était pas avant les Jeux de Paris là? Ouais, c'était avant les Jeux de Paris. C'était une tendinopathie du tendon d'Achille avec une bursite qui traînait. Mais malgré ça, il fait quand même moins de 27 à Paris. Mais après, il y a eu, d'ailleurs, pour l'anecdote qu'il n'est pas fait comme les autres, c'était au Semi de Paris en 2023. Toi qui es kiné, ça va te parler. Le jeudi, 10 jours avant la course, il se fait un grade 2C au mollet. Oui. 10 jours avant la course. Donc grade 2C, l'entraîneur il m'appelle, il me dit Jimmy s'est fait mal avec les pointes. Et donc grade 2C, on est sur du 4 à 6 semaines. Hein, et donc je lui dis direct, le semi dans 10 jours c'est mort. Et l'entraîneur pareil, hein, et donc Jimmy, pareil, il se dit bon ok.
Sauf que 2 jours après, il fait un footing, ça passe. Le dimanche, il fait footing lean, ça passe, avec un grade 2C. Le commun des mortels, il boiterait encore. Le mardi, il fait un petit fartlek pour voir comment ça va, ça passe. Le jeudi, il fait les 300 avant 2-3 jours avant une course. Et le dimanche, 10 jours après, avec un grade 2C, sans douleur, il fait 59-30 au Summit de Paris. Ouais. Voilà, il n'est pas fait comme les autres. Ok. Et la deuxième chose pour laquelle il se blesse très peu, c'est qu'il sait quand il faut en faire un peu moins, en faire un peu plus, et il s'écoute. Même des fois, il se dit, s'il ne faut pas faire cette séance-là, cette répète-là ou ce footing-là, j'y vais pas. Et c'est pas grave, parce que oui, ça me fera pas progresser parce que j'ai pas fait cette séance-là, mais si je me blesse pas, je vais progresser. Donc, c'est il les est deux intelligent facteurs. de ce côté-là. Il est super intelligent dans son entraînement et il va pas pousser la machine pour pousser la machine. Il sait qu'il y a des fois où il va se dire non, là j'y vais pas, ou j'en fais un peu moins, quitte à ça prenne un peu plus de temps, mais mieux vaut faire ça et pas se blesser que continuer à se blesser. Et c'est pour ça qu'il n'est jamais blessé. Et le problème de ces blessures mollets, tendons d'Achille, justement, c'est beaucoup les pointes. Ouais. Et un sujet qui passionne les gens, c'est les points qui prenaient tout. Est-ce que ça fait vraiment partie du développement? Ils essaient qui est cette notion de blessure, de faire attention aux blessures. Oui, alors déjà, là qu'ils prennent, ils Fais bossent. gaffe à ce que tu dis, tu peux peut-être pas tout dire là. Ouais, mais là ils bossent avec moi, ils me donnent des chaussures que je teste. Je leur dis le ressenti par rapport, moi je connais Jimmy, on va dire par cœur, je sais ses antécédents et je leur dis ça... Ah donc toi tu fais partie du développement, la pointe? Développement non, alors là pas la pointe, les chaussures. Ah des chaussures, ok. Ouais, ils me donnent des chaussures et puis avant que Jimmy les mette à 100%, je les mets. Et puis je lui dis ça peut être bien pour lui, etc. Et par contre pour ce qui est de la pointe, normalement il y en a une qui va sortir... cet été pour lui. Et puis, pareil, des fois, il me demande des petits conseils. Et vous avez vraiment fait gaffe à ça, justement, la bursite achilléenne, s'il y a un mauvais contact, ça peut vite... En fait, ce qui s'était passé avec l'ancienne pointe, et ça n'a pas été, alors sans faire de mauvaise pub à Nike, ils avaient mis un petit coussinet sur les Dragons. Ah ouais? Et en fait, il y a eu plusieurs athlètes, à cause du frottement du coussinet, qui avait chopé une inflammation, une anthésopathie. Et ça, quand on développe une future basket, moi je le dis, éviter de mettre un coussinet et qu'il aurait été avec n'importe quelle marque, j'aurais dit, il a déjà eu un problème à cause de ça. Donc, et ils sont à l'écoute sur ça. Et c'est l'avantage de Decat. C'est des Français, vous aussi. Voilà. C'est plus facile, j'imagine. C'est des Français, ils sont du Nord, on les voit souvent. Quelquefois, il va à Lille pour tester des produits ou échanger. Jimmy, il est athlète phare de la marque. Donc, on a un petit peu son mot à dire. Et puis, ils demandent un peu à l'entraîneur, à Jimmy, à moi, des petits conseils, de développement. Après, c'est eux on n'a pas les capacités, on n'est pas ingénieur de la basket, tout ça, mais ils nous demandent nos petits ressentis sur les baskets. Et puis, si on a déjà vécu des choses par rapport à d'autres baskets, on peut donner un petit peu de notre ressenti. Ouais, c'est intéressant. Et toi, quelle est ta chaussure préférée de Decat? La Keepstorm Challenger. Oui, elle a ce nom-là maintenant. D'accord. C'est une chaussure assez légère, bien dynamique. Et alors c'est pas celle que je mets en compète, mais par contre en entraînement, elle en a des kilomètres celle-là. Et justement en compète, tu mets laquelle? Je mets la LD+. Il me semble que c'est celle-là, c'est la chaussure avec laquelle Jimmy a couru c'était le 5 km de Lille. Il me semble là où il a fait 12,51. C'est celle que j'aime le plus. Et tu mets pas justement la rose ou quand il bat le record d'Europe l'année d'avant? Je suis étonné de ne pas le voir courir avec. Moi, je la mets pas parce que j'ai. Comment ça s'appelle? Non. La Keepstorm Elite. Keepstorm Lab. Lab, voilà, c'est ça. Non, celle-là, je la mets pas parce que moi, j'ai un problème, c'est que j'ai mon point faible entre guillemets, c'est mollets et tendons d'Achille, et elles ont un tout petit drop. 4. D'accord.
Et moi, le problème, c'est que quand je les mets, ça me fait mal au tendon d'Achille. Donc, pareil, en fonction de ça, et c'est aussi mon rôle de kiné. Des fois, avec Jimmy, il a peut-être une douleur, enfin une gêne à droite à gauche. Je lui dis, pars plutôt sur cette chaussure-là plutôt que celle-là pour éviter des douleurs. Et je la mets pas, du coup, la lab en compète parce que moi, ça me fait mal au tendon d'Achille. Ouais. Ah ouais, ok, c'est hyper intéressant votre relation. J'ai en fait une dernière question que je pose à tout le monde. Quelle est pour toi la distance la plus dure en athlée? Alors, j'ai déjà fait un semi, j'ai jamais fait plus, mais alors, pour en parler à droite à gauche, moi je dirais le 10. Ouais. Je trouve que ça tabasse quand même un 10. Donc après, j'ai jamais fait de marathon, donc je pense qu'il faut rester humble par rapport au marathon. C'est peut-être pas la même forme de souffrance et je peux pas juger parce que j'en ai jamais fait et ce serait culotté de dire que le 10 c'est plus difficile que le marathon. Mais j'ai quand même l'impression que un 10, ça fait quand même mal. Ça fait mal, mais ouais, quand tu vois les athlètes, on se fait un peu moins mal à l'entraînement. Quand tu vois les athlètes de demi-fond pur, 800, 1500, ça te fait pas mal. C'est pas le même type d'effort. Après, moi, j'en ai fait justement un de 1500 la semaine dernière, c'était mon premier de ma vie. Et tu fais combien? 4,03. Okay. Je voulais faire moins de 4. Je pensais que c'était plus facile de faire moins de 4 que ça. Et d'après ce que je fais sur 10, je me suis dit, allez, moins de 4, ça va le faire. Et en fait, c'est pas la même forme de souffrance. C'est une forme de souffrance que j'arrive pas à me faire mal sur un 1500 comme je me fais mal sur un 10. Ouais. Donc, je pense que même un coureur de 800, des fois, j'en vois, ils sont allongés, ils n'arrivent plus à se lever pendant 5 minutes. Moi, j'arrive pas à faire des trucs comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça que... C'est que c'est pas ta filière et que tu montes pas assez en lactique, ouais, je pense. Oui, je pense que pareil, quand je fais des cotes, je monte pas. Et limite, je peux encore faire des cotes. Ouais. Mais en fait, tu peux pas aller plus vite. Mais je peux pas aller plus vite. Ouais, et pareil sur un 800. Donc c'est peut-être pour ça. Peut-être que si je savais me mettre mal, je prends aussi l'exemple qui est dans notre groupe, Anaïs Bourgoin. Des fois, je vais finir dans des états sur des séances. Je me dis, moi, c'est pas possible. Et si je me mettais dans des états comme ça, peut-être que le 800, ce serait une distance plus difficile. Mais moi, par rapport à ma filière, le 10, c'est ce qui me fait plus mal. Et le 5, non? Non, le 5, je trouve que quand tu arrives aux 3000, ça arrive vite. Il en reste moins. Ouais, ça arrive vite. Non, vraiment, le 10, et à chaque fois que je refais un 10, je me dis, non, le 10, ça fait mal quand même. Bon, merci beaucoup Thomas, c'était hyper intéressant. De rien. Et je te souhaite de passer sous les 30, un de ces 4. J'espère aussi, rapidement, et puis pour avoir d'autres objectifs par la suite après. Ok, allez, je te remercie. De rien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.